Bonsoir à toutes et à tous. Alors, comme Fabrice vous l'a dit, on s'est arrêté donc au bûcher. Alors, il faut savoir que, comme il a dit, Montségur, c'est la fin du catharisme en tant qu'institution religieuse, mais il n'empêche qu'il va y avoir des cathars ensuite jusque en Bosnie. Et les derniers cathars seront des bosniaques, justement. Et en fait, on a coupé la tête de l'Église, et ensuite, eh bien, c'est la survivance des croyants qui vont dans le chemin, qui essaient de fuir la persécution, et qui seront persécutés et tués jusqu'au dernier. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus de Qatar. Alors, vous avez vu donc que ce site a une évolution architecturale qui est des fois, comment dirais-je, dure à faire accepter à certains, donc de leur faire accepter que ce château-là, c'est celui des vainqueurs, et que justement, ceux qui viennent adorer, en quelque sorte, les Qatars en touchant les murs, etc., ben, en fait, ils adorent le château des Croisés. Donc, ils se trompent un peu d'endroit. Et quand on leur dit que c'est les terrasses tout autour, ça ne les intéresse pas vraiment parce qu'il ne reste que des murets. Voilà. Alors ils vont trouver les points telluriques, énergétiques dans le château, bref. Montségur est auréolé d'un point de vue à la fois positif mais à la fois négatif, de mythologies assez diverses et variées, à savoir, bon déjà, eh bien Montségur, quand on y pense, quand on entend l'imaginaire, eh bien c'est le Graal, c'est le trésor, c'est le temple solaire. Seulement, le trésor, oui, il est attesté de manière historique. Seulement, ce que les gens ont fait plus tard, eh bien, c'est bien différent. On y a mis beaucoup de choses. En fait, ce trésor, on sait exactement quand est-ce qu'il a été évacué, la veille de la nuit du bûcher, par 3 hommes qui sont partis en Lombardie déposer ces dépôts monétaires. C'était de l'argent, la trésorerie de l'église cathare. Seulement, pour certains, eh bien, la récupération est facile, puisqu'on n'est pas très loin de Rennes-le-Château. On a le curé Béranger Saunière, et ça fait bien l'affaire. Au moins, c'est le trésor de Montségur pour eux. Mais pour d'autres aussi, pour des gens, je dirais, plutôt tournés vers l'ésotérisme nationaliste, extrémiste de droite, eh bien, Montségur, eh bien, c'est le château du Graal. Mais pas le Graal chrétien, pas le Graal catholique, le Graal païen, le Graal germanique, qui a justement intéressé pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin avant et pendant, les nazis, Himmler entre autres, qui ont lancé des recherches là-haut afin de mettre la main sur le Graal. Bien entendu, ils se sont bourrés à la fois de thématiques, puisque évidemment les Cathares ne pouvaient pas avoir le Graal avec eux, puisque ces gens-là déjà rejetaient la matière, rejetaient le monde matériel. Donc ça veut dire pas d'église cathare au sens matériel du terme, pas de temple, pas de statue, pas de peinture, bref, il n'y a rien en fait. Les cathares, si vous voulez, en quelque sorte, on pourrait dire que c'est que du vent. Mais du vent, je veux dire, immatériel, un souffle spirituel. C'est simplement ça le catharisme. Puisque les cathares, dans leur prière, disaient justement, vous visitez le début de la prière, Père Saint, Dieu juste des bons esprits, toi qui jamais ne te trompes pas, ni ne mentis, ni n'erras, ni ne doutes, de peur que nous ne prenions la mort dans ce monde du Dieu étranger. Puisque nous ne sommes pas de ce monde et que ce monde n'est pas de nous, donne-nous à connaître ce que tu connais et à aimer ce que tu aimes. Et puis elle continue. Donc, ces gens-là rejettent la matière, mais en même temps, ils en ont besoin pour vivre. C'est pour ça qu'ils ont un trésor monétaire, une trésorerie qui va permettre de faire, d'acheter des provisions, de payer des soldats pour défendre les cathares qui ne se battent pas. Donc, voilà. On va dire que c'est simplement voilà, quelque chose de normal à vivre dans ce monde. Alors, si on a justement ce problème du mythique et du mysticisme cathare en Montségur, eh bien, c'est qu'il y a eu une énorme récupération au XIXe siècle. Au XIXe siècle, on a eu plusieurs personnes, des fois des poètes, des fois des gens qui se sont fait passer pour de grands architectes et qui ont montré que le château de Montségur était aligné sur un plan zodiacal et qu'il y avait donc un phénomène solaire qui prouvait que c'était un temple solaire. Voilà, bon, toutes sortes de choses. D'ailleurs, je peux vous montrer des dessins assez farfelus. Alors voilà, ça serait donc, Montségur serait bâti sur des orientations zodiacales. Vous convenez que, franchement, on peut tracer n'importe quel trait, n'importe où, sur n'importe quel bâtiment. Ça marche aussi. On a donc un phénomène solaire qui traverse, alors c'est le 21 juin ou le 21 décembre, solstice d'été ou d'hiver.
le soleil va traverser les archères et donc ça va former deux faisceaux lumineux dans le donjon. Alors c'est un très très beau spectacle, c'est magnifique, le lieu est superbe, c'est le lever du soleil, mais bon, après on a des gens de tous bords qui viennent là-haut et qui voient une signification tout à fait différente, il y a autant de signification que de personnes présentes. Alors vous avez des gens qui essayent de recevoir, de se mettre dans le rayon pour recevoir l'énergie, je ne sais quelle énergie dans ce rayon, d'autres qui voient justement le fait que ça montre une direction, peut-être vers votre raisonnement Ségur. Bref, on y met tout ce qu'on veut y mettre, mais la plupart du temps, et pour pas dire tout le temps, sans preuve. Alors voilà, c'est ce que j'ai trouvé sur internet, c'est une carte des énergies telluriques à Montségur. Alors, à partir de quoi, j'en ai aucune idée. Alors, ce qui est probable, j'imagine, hein, parce qu'on a toujours dit que dans la salle basse du donjon, c'était la chapelle. C'est pas une chapelle du tout, c'était un cellier. C'est là où on y met, on y stocke les vivres, on y stocke les munitions, bref, bien loin d'une chapelle. Mais bon, donc du coup, ça va vite dur, donc on dit c'est la chapelle, donc il y a une force tellurique, voilà, une aura spirituelle, bref. Et puis pareil, on voit souvent des gens dans la cour du château qui essayent de trouver les points telluriques, se mettre pendant quelques minutes en méditation, toucher les murs, chanter, bref. C'est assez folklorique. Alors, vous voyez, les délires, ils vont très loin. C'est pareil, là aussi, vous prenez un compas, vous faites sur n'importe quel bâtiment, ça marche. Hein. On a des gens qui, justement, font des liens entre d'autres structures ailleurs en France, là, Saint-Germain-en-Laye, par exemple. Je ne sais pas ce qui lui a fait dire que ça ressemblait, mais bref, vous voyez que l'imaginaire est très fertile avec certaines personnes. Alors, en même temps, ce qui est touchant avec Montségur, c'est le fait que ce soit un lieu qui émane quelque chose et qui attire. Et quand on monte là-haut, on se sent différent. Et donc, c'est sûr que chacun vient chercher ce qu'il veut, que l'on soit croyant, que l'on soit athée, que l'on cherche soit en quête d'une recherche spirituelle, peu importe, ou en quête d'histoire, ou en quête de nature, tout simplement. Il est vrai qu'on peut trouver son compte là-haut. Mais il m'en empêche que quand même, il me semble que l'histoire en elle-même est déjà suffisamment importante et assez extraordinaire que d'y rajouter par-dessus des grâles, des trésors fabuleux, bref, inventer des vies au Qatar qu'ils n'ont pas eues, puisque c'était des gens qui vivaient simplement, des gens comme vous et moi, qui avaient la même vie, sauf que c'était au XIIIe siècle, mais qui ont été dans une quête spirituelle et qui, malheureusement, pour eux, ont été persécutés. Mais malheureusement, vous savez comme moi que les persécutions ne se sont pas arrêtées après les Cathares. D'autres religions se sont fait la guerre entre elles ou avec d'autres, et encore aujourd'hui, ça continue. Et c'est justement là le sens de l'histoire, de finalement toujours se remettre en cause. On pense toujours qu'on est, avec l'histoire, on part de zéro, et puis on arrive au niveau où nous sommes, le top du top, on n'a jamais été aussi intelligent, aussi fort, aussi... Bref, seulement on se rend compte que l'histoire, bien souvent, c'est plus cyclique, qu'on a des hauts et des bas, et on se rend compte que depuis les Cathares, depuis plus de 700 ans, eh bien, ça fait des cycles. Et aujourd'hui, encore, nous sommes dans un cycle. Et quand on lit justement les dépositions des survivants de Montségur ou des Cathares qui ont été interrogés par les inquisiteurs, on est saisi des fois par le fait que ces gens-là, quand on lit les dépositions, c'est exactement ce qu'ils ont dit devant l'inquisiteur. C'est comme si aujourd'hui ils faisaient une déposition au poste de police. On est saisi par le fait que ces personnes-là ont les mêmes sentiments que nous. En fait, on peut très bien s'identifier à eux dans la même situation. Et que même si l'histoire nous sépare de plusieurs siècles, eh bien, quelque part, on est très proche parce qu'on n'a pas changé. On est toujours pareil. On a toujours peur de la mort. On se pose toujours des questions d'où on vient, où on va aller, exactement comme les Cathares et comme d'autres religions. Et voilà, je pense qu'en même temps, le catharisme nous enseigne à la fois cette quête, d'autre part, d'un monde meilleur qui, peut-être, je ne sais pas, j'espère, ou peut-être pas, sera trouvé un jour ou pas. Peut-être que c'est pas ça qui est intéressant, que ce soit un jour avéré, mais au moins que, du moment que l'on cherche, eh bien, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, pour finir, 2 mots sur les restitutions en 3D que j'ai fait avec Fabrice et André Seski, qui est notre archéologue à Montségur. Tout ce travail-là, bien sûr, on ne le fait pas en s'imaginant des choses. Alors, bien sûr, il y a une part d'imagination, parce qu'il faut essayer de comprendre
à partir de Muret ce qu'il pouvait y avoir. Mais il n'empêche que pour chaque chose, on fait une proposition qui est crédible, qui s'inscrit vraiment dans l'époque, dans le contexte, et qui n'est pas voilà, farfelue, parce qu'il y a beaucoup de choses sur Internet qui sont très farfelues en représentant Montségur. Actuellement, donc, on a fait un documentaire qui s'appelle Montségur dans l'envol à la chute, que vous trouverez en vente si ça vous intéresse là-bas, où vous avez justement ces restitutions 3D qui sont extraites. Et puis en ce moment, nous travaillons sur la période après les Cathares, donc à reconstituer le château, et ce château qui finalement est passé aux oubliettes de l'histoire, mais qui a beaucoup plus d'histoire en termes de longévité que le casson des Cathares, parce que c'est 40 ans les Cathares, et ensuite le château, eh bien vous avez de l'histoire d'à peu près des années 1250, allez on peut dire même jusqu'à notre époque, hein, finalement, en quelque sorte, voilà. Avec la rue, avec, etc. Les gens qui sont venus découvrir, redécouvrir ce mythe, redécouvrir cette rue. Voilà. Ça, c'est notre travail actuel. Voilà. Justement, on préparera un futur documentaire qui inclura toute cette histoire-là et pas seulement sur les Cathares. Voilà. Bien écoutez, pour essayer de respecter leur maximum, voilà, c'est tout poil. On peut passer aux questions si vous voulez. Merci à vous. Donc un grand merci pour ce beau voyage. Alors, je vous demanderai juste pour les questions, écoutez, d'être, vous poser le plus possible, mais être relativement bref. Voilà, je vous remercie. Et en tout cas, à la fin de la conférence, vous pourrez consulter et approfondir des ouvrages sur l'histoire du catharisme et retrouver le DVD de nos auteurs avec les reconstitutions. Je vous en prie, là. Donc la parole est à la salle. L'église cathare, quelle était son organisation? Elle fonctionnait par paroisse, on parle d'évêques cathares, de prêcheurs cathares. Quelle était l'organisation? En fait, il y avait différents évêchés cathares. Alors, il y avait, il me semble, l'évêché de Villeurbanne, de Toulouse, ben, bref, il y en avait plusieurs. Alors, au départ, c'est des évêchés fragmentés et qui, du fait de la croisade, vont tous se rassembler à Montségur. C'est pour ça que Montségur, dans les années 1230, au plus fort, après la fin de la première partie de la croisade contre les Albigeois, eh bien, tous les évêques vont venir se réunir à Montségur. Et tous, ils vont décider que Montségur va devenir entre guillemets, le Vatican de l'hérésie, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que l'importance que revêt Montségur, c'est le fait que lorsque le siège se termine et que tous les cathares meurent dans le bûcher, eh bien tous les évêques, justement toute la hiérarchie, les diacres, tous les cathares en quelque sorte de la hiérarchie de l'église cathare, eh bien disparaissent. C'est exactement comme si aujourd'hui on allait au Vatican et qu'on mettait sur un bûcher le pape, les archevêques, les évêques, etc. Eh bien il reste, oui, ensuite dans le pays des croyants, mais sans personne à la tête de l'église. Ce qui fait que c'est pour ça que Montségur, c'est le premier coup d'arrêt de l'église en tant qu'institution cathare. Alors on pense que le château que l'on voit aujourd'hui date sa construction, on l'estime entre 1250 à peu près et à 1270. On ne sait pas la date précise, mais on pense qu'il y a ces 20 ans. Exactement, oui, puisque c'est les vainqueurs, vraiment. Oui, il y a des différences de construction entre la période cathare et la période royale en quelque sorte, puisque les cathares bâtissaient les murs en pierre sèche, et ensuite on va dire les successeurs, les seigneurs croisés, vont faire bâtir un château en grosse pierre de taille et qui va être lié à la chaux. Vous pouvez parler avec Nico? Ah, il n'était pas allumé. Le micro n'est peut-être pas allumé en fait.
Je voulais savoir comment est arrivée cette religion cathare. Les gens ne se sont pas réveillés un beau matin en disant tiens, je suis cathare. Non, alors c'est parce qu'en fait, cette époque romane, on va dire surtout allez, on va dire entre le 9e siècle et 10e siècle, c'est une période de, comment dirais-je, de prospérité religieuse, où à la fois l'Europe va se couvrir d'églises, de chapelles, de cathédrales, etc. Mais aussi la religion va être discutée. Et donc on va avoir énormément d'ordres qui vont se créer, et certains ordres vont sortir du giron de l'Église, comme les cathares, on a par exemple du côté de l'Europe de l'Est les bogomiles, on a les vaudois, bref, tous ces groupes-là chrétiens qui donnent une interprétation différente du christianisme, et bien, ce qui fait ce ne sont pas des ordres de l'Église, et bien c'est parce qu'ils ne veulent plus obéir au pape. C'est la différence. Mais c'est une période de foisonnement intellectuel, spirituel, et c'est pour ça qu'il donne lieu à toutes ces diversités que l'on retrouve dans le christianisme. Tout à l'heure, vous avez évoqué le trésor des cathares. Dans la nuit où il y a eu le trésor du bûcher, vous avez dit qu'il était parti en Lombardie. Qui c'est qui l'a amené? Alors, ce sont 4 cathares, je crois que j'ai dit 3, mais en fait c'est 4. Alors, donc c'est les évêques cathares qui ont demandé à 3 d'entre eux de ne pas se sacrifier sur le bûcher pour prendre cette trésorerie, l'amener en Lombardie, pas n'importe où, parce que justement l'évêché cathare de Lombardie n'était pas encore persécuté. L'empereur d'Allemagne et le pape se faisaient la guerre, donc ils avaient une tranquillité. Et donc, on a une correspondance d'ailleurs entre Montségur et l'évêché cathare de Lombardie. Et donc, plutôt que ça tombe aux mains des croisés, on va le transmettre à l'autre évêché. D'autant plus que bon nombre de personnes habitant la région de Montségur avaient fui, avant le siège de Montségur, avaient fui vers la Lombardie pour être en sécurité justement. Donc, on retrouve une partie de la communauté du Languedoc en Lombardie par la suite, et on aura ces derniers grands bûchers qui vont mettre un terme total au catharisme, on peut dire, en Europe. C'est vraiment le siège de Sirmione et Vérone. Voilà. Alors ça, combien de personnes étaient dans la région cathare? En fait, voilà, Madame nous demande combien il y avait de personnes en France cathare. Évidemment que ça, c'est quelque chose qui sera à tout jamais difficile à cerner, puisque nous sommes devant des populations qui sont persécutées, et donc elles vont essayer en tout cas de laisser le moins de traces possible derrière. Donc évidemment, même à l'époque, on ne savait pas combien il y en avait exactement. Beaucoup. En tout cas, beaucoup pour inquiéter l'Église et le roi. Maintenant, on pourrait peut-être plus parler en pourcentage. En pourcentage, finalement, les historiens disent pas tant que ça, puisque c'est environ 3 à 4% de la population totale andosienne qui était touchée par le catharisme. Encore une fois, ce n'est pas la quantité qui a fait peur à l'Église, mais alors j'aime pas ce mot, mais bon, pardonnez-moi, hein, mais c'est plutôt la qualité. Encore une fois, ce sont les nobles, les classes dirigeantes qui deviennent hérétiques, et donc ce sont les dirigeants du pays qui sont en train de changer de religion. Voilà, donc c'est ça qui fait peur à l'Église, plus que le nombre au sens pur et dur. Je crois qu'il y a plusieurs châteaux cathares, il y a un chapelet de châteaux. Est-ce qu'ils ont tous été comme ça pris d'assaut par les croisés? Apparemment, ils ont été vaincus, et puisque Montségur fut le dernier. Quelle a été l'histoire des précédents châteaux? Alors pour les autres châteaux cathares, beaucoup ont préféré négocier avant le massacre. On aurait fait peut-être tous pareil. C'est vrai qu'avec les premiers massacres, les croisés ont donné le ton. Pas de quartier, pas de prisonniers quand le lieu résiste. Donc évidemment, dans ces cas-là, beaucoup de châteaux ont préféré ouvrir leurs portes. L'un des gros châteaux qui a résisté, hormis Montségur, c'est le château de Termes, au cœur du Corbière.
au cœur du pays des Corbières. Si un jour vous avez l'occasion de vous balader, la route est extrêmement mauvaise, mais d'une beauté incomparable. Vous naviguez dans des gorges très étroites, c'est assez dangereux en voiture, il faut faire très attention, hein. Mais vous arrivez sur un site qui est inoubliable, qui est, on n'a que des buis, le château a été écroulé sur lui-même sous Louis XIII, à coups d'explosifs, mais ce château a résisté aux armées de Simon de Montfort, là, hein, puisque Simon de Montfort n'a jamais connu Montségur, il est mort à Toulouse en 1218 avant le siège de Montségur, et donc le château de Termes, lui, a tenu 3 mois, mais les 3 mois d'été. Et je vous garantis que tenir 3 mois d'été au cœur des Corbières et à la fin sans eau, eh bien les défenseurs ont préféré arrêter les combats. Voilà, donc peu finalement dans le lot ont résisté les armes à la main, il faut dire ce qu'il est. Et ensuite, autre chose, méfiez-vous de la terminologie château-cathare, qui est une invention purement touristique. Alors si j'étais en l'Aude, j'éviterais ce genre de discours, mais j'espère que là, Bordeaux, vous allez me pardonner, hein. Le château-cathare n'existe pas. Ne vous laissez pas embarquer par du mauvais tourisme, hein. Ce sont des forteresses qui ont toutes été reconstruites après la bataille cathare. Et puis château-cathare, c'est un peu gênant, ça peut sous-entendre que ce sont les cathares qui ont construit les fortifications. Je vous rappelle que non seulement, comme le disait Tristan, les cathares n'ont jamais construit quoi que ce soit, et alors, mon Dieu, surtout pas de fortifications qui, eux, prenaient leur non-violence. Voilà. On vous remercie de votre attention, c'est vraiment adorable. Je vous avoue qu'on était très impressionnés de faire cette conférence ici. Bon, maintenant c'est fini, ça va mieux, mais merci à tous, vous êtes très sympathiques. Merci.